Il y a des situations où clairement, si je pense qu'un de mes collègues, il avait été tout seul face à un groupe de personnes, peu importe, ça aurait jamais marché comme ça. Peut-être qu'il avait déjà vécu avant une situation pareille, mais là, c'était un peu comme si ils arrivent, puis on se retrouve maintenant, mais je suis en bleu. Ah, C'est un peu ça. c'est l'esprit de vengeance un petit peu. Des fois, j'avais l'impression de ça. Pas tous, hein, bien sûr. Non, bien sûr. Mais j'avais cette impression où, voilà, maintenant, je suis flic, quoi. De toute façon, tout ce que tu feras, je vais porter plainte contre toi si tu me touches. Euh, donc, oui, il y avait Ce côté malsain quand même. je pense. Je suis Yohan Jorou et bienvenue sur le podcast Face au miroir. Nous nous trouvons actuellement à l'Iceberg, cette magnifique salle au centre-ville de Genève. Aujourd'hui, nous avons comme invité Andreas, un ex-policier qui va partager avec nous son vécu au sein des forces de l'ordre et nous expliquer pourquoi il pense que la police est raciste. Andreas, bienvenue. Merci. Quel plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Plaisir partagé. C'est gentil. Alors, je vais juste faire une petite bio en disant que tu es un ex-policier qui n'est plus aujourd'hui en fonction. Mhm. Mais par contre, j'ai vu que tu avais des talents. Tu étais assez talentueux. J'ai pu voir quelques vidéos sur Instagram. Raconte-moi un petit peu ce côté un petit peu artistique chez toi. Bah, talentueux, je sais pas, mais en tout cas, je m'amuse bien avec tout ça. Autant je fais marrer les gens que j'essaie de créer de l'émotion avec des vidéos, de la musique. J'essaie de créer de la musique. J'ai ce côté un peu, entre guillemets, artistique depuis que je suis tout petit parce que, voilà, j'ai toujours regardé un peu Michael Jackson à la télé. Je l'ai vu au concert et tout. C'était un peu un showman. D'accord. Et puis ça m'intéresse. T'es un peu un showman aussi. Des fois, je fais vraiment le fou et puis j'aime bien un peu attirer l'attention, c'est vrai. Mais j'aime bien faire rire les gens. J'ai ouvert un compte TikTok en fait, je connaissais pas ce réseau social. Et puis ça a pas mal de succès mes vidéos. D'accord, je vais voir alors. Et puis voilà. Puis là, je fais encore autre chose. Je fais marrer les gens et puis ça marche pas mal. Je suis content. C'est bien, tu t'amuses. Je m'amuse vraiment, ouais. C'est le plus important. Donc voilà. Et t'es aussi dans le bâtiment un petit peu, hein? Ouais, j'ai une petite entreprise dans le bâtiment. Et donc, en 2013, tu commences ton école de police, c'est ça? Mm-hmm. Comment ça se passe? Ça se passe, j'ai des entretiens, j'ai des trucs, c'est assez formel, j'ai pas fait l'armée à la base. Donc j'avais pas l'habitude de ça. Donc ils m'ont questionné pourquoi j'avais pas fait l'armée, pourquoi si, c'était déjà difficile. Je devais me battre là-dessus, alors que c'était pas une vocation d'être policier pour moi. Donc mais je voulais faire ce métier, je voulais faire cette formation. Donc j'ai commencé, on me questionnait, puis je sentais que il fallait être dans un certain moule pour pouvoir... Mais qu'est-ce qu'on apprend justement à Savatan c'était quoi, une année? Ça fait combien de temps? 6 mois? C'est une année. Une année? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est une très belle question. On apprend plein de choses mais on apprend... C'est trop rapide par rapport à toutes les matières qu'il y a. C'est un peu comme un médecin. Un chirurgien, il est spécialisé en chirurgie. Oui. Un médecin généraliste, il est censé savoir de tout, mais moins bien que les autres. Voilà, un policier, c'est un peu ça aussi. Il doit toucher à tout, et puis il doit avoir toutes ces facettes, autant psychologue, tireur, désamorceur Ouais, même pas ça. Non, plutôt de conflit, je voulais dire. Ah, de conflit, pardon. Après, ça c'est du technique, ça on spécialise après, mais vraiment, il doit pouvoir gérer une situation une bagarre. Il doit tout faire en fait. Un policier, il doit savoir conduire, il doit savoir agir vite, pas stresser alors qu'on est en danger, réfléchir très vite. Et puis du coup, voilà, on apprend un peu de tout, mais on n'a pas vraiment le temps de se focaliser sur quelque chose. On doit avancer, puis on est un peu constamment remis on a un peu dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'on sent que tu vas pas bien, on te pose des questions. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est que il fallait vraiment garder une ligne droite là-bas et pas monter. Si tu avais des faiblesses, si ça s'est mal passé à la maison ou voilà, mais fallait pas le montrer, quoi. D'accord. Donc voilà, on avait des problèmes que tout le monde a à la maison. Je veux dire, tu peux t'engueuler avec ta mère, avec ta femme, ta copine, avec tes potes. T'arrives là-bas, tu dois être
tu dois être le modèle, l'aspirant type qui est en forme et qui voit que police. Niveau technique et tout, bah, le tir, j'avais du plaisir parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'est très droit. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, justement, de tenir un pistolet, quoi? C'est quoi la sensation d'avoir une arme à feu dans les mains? Même si on est à la police, mais même le fait juste d'en avoir une physiquement, pour moi qui n'ai jamais tenu une arme à feu dans les mains, je trouve ça quand même assez exceptionnel. On voit surtout ça dans les films. Mais quel est le ressenti pour une force de l'ordre, en fait? Bah justement, si j'ai pu éprouver, pas du plaisir, mais si j'ai pu apprécier ces moments où on tirait, c'est parce que justement, on nous a montré dans les films, il y a beaucoup de ça, en fait. Exactement. Il y a beaucoup de police dans les films, il y a beaucoup de tirs, d'action. Puis je me suis rendu compte que quand tu as une arme dans les mains, c'est un objet qui tue et qui a énormément de pouvoir sur les personnes qui t'entourent et qui ont... Donc, au moment où tu tires et tout, bah, c'est très restrictif. Le moniteur, il est très... Je comprends, hein, pas qu'il y ait de blessés et tout. Mais il y a cette sensation de peur quand même, déjà, que quelqu'un fasse une erreur. Cette sensation de peur que quelqu'un, bah, tout d'un coup, change d'avis. Enfin, je veux dire, tout le monde a une arme, ça veut dire que n'importe qui pourrait tuer une autre personne à ce moment-là. C'est justement ça que je voulais te poser comme question. À quel moment nous avons le droit, ou tu avais le droit, ou tes collègues, de s'en servir sur le terrain? Sur le terrain, bah, déjà à Savatan, on nous instruisait là-dessus. On était à cheval sur à quel moment on peut utiliser ça. En gros, c'est en dernière course. C'est vraiment si moi ou d'autres personnes sont en danger de mort, je peux faire usage de l'arme. Donc, il faut que le dommage soit moindre si je fais l'usage de l'arme que ce qui pourrait se passer si je l'utilise pas, en fait. Donc, ça, c'est là-dessus, moi, que je suis resté. C'est, par exemple, quelqu'un est en train de tirer sur une foule. Bah là, y a pas de question à se poser. Il fait beaucoup de morts. Bah voilà, l'usage de l'arme, là, il est légitime parce que s'il n'y a pas d'autre moyen de stopper cette personne qui est en train de tirer sur la foule. Donc voilà, c'est ça le pouvoir de l'arme. Mais en même temps, dès qu'il y avait une sortie d'arme, c'était tout noté sur les rapports, donc ça devait être indiqué pendant une intervention. Moi, je l'ai jamais sorti. Il y a eu des situations où tu aurais pu? Il y a eu peut-être des contrôles de police la nuit, des contrôles de véhicules, mais je l'ai pas fait. Et honnêtement, j'ai vu peut-être une fois quelqu'un qui a sorti une arme tout au long de ouais, qui a vraiment sorti l'arme. Ouais, après, il y a eu pour des fouilles ou des trucs où on savait pas vraiment ce qui se passait. Donc, mais c'était pas des situations directes où on sort l'arme. Il y avait menace directe. C'était pas ça. Donc, d'accord. Donc voilà, tenir une arme, en même temps, ça fait peur. Au moment où on prend l'arme dans les mains, on a comme maintenant, j'ai l'arme dans les mains. Il y a une case on est drillé pour que on soit concentré à ce moment-là, puis que ça soit pas la rigolade. Donc on passe dans un autre état en fait au moment où on prend l'arme. C'est déjà stressant de prendre une arme. Après on est drillé, le but c'est d'avoir les mouvements, de le faire le plus facilement possible, de pas regarder son arme, de machin, pour qu'on soit à l'aise justement au moment où on a l'arme dans les mains, de rester lucide. Tout à fait. Donc tout le long on est drillé là-dessus, la sortie de l'arme rapide et tout. Mais c'est bizarre de tenir une arme. J'imagine. Ouais, c'est pour ça que je voulais faire la parenthèse, parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément toujours ce que ça peut être d'avoir une arme. Et moi, comme je dis, j'ai carrément la phobie des armes. Donc, je voulais juste, en fait, comprendre le processus et comment ça se passait pour un policier. Mais, donc, on va revenir un peu en arrière parce qu'on a fait le saut un peu sur les armes. Ça veut dire que toi, après cette école de police, ton intégration, tu passes directement à la police ou comment ça se passe après cette année ou après l'école de police, pardon? Bah, moi, je finis l'école de police. J'étais décalé de 6 mois pour des raisons personnelles, mais ça change rien. Du coup, j'ai quand même été à la police, mais j'étais dans un autre département. J'étais à la centrale pendant 6 mois. Et puis... qu'est-ce que tu fais à la centrale? À la centrale, bah, je réponds aux appels, de temps en temps au 117, donc aux appels d'urgence. J'aide. Et puis, la plupart du temps, je suis au contrôle. Donc,
c'est un endroit où les policiers sur le terrain, ils demandent des informations sur les personnes qui contrôlent sur le terrain. D'accord. Donc, voilà, moi j'ai fait ça pendant 6 mois. Et pendant ce temps, les autres avaient déjà ont commencé à police secours, et moi j'ai commencé 6 mois après. Et puis, voilà, donc je suis arrivé dans un groupe qui était déjà... dans un Formé. groupe... Soudé ou un petit peu... Soudé, ouais. Mais je savais que ça allait être difficile. Mais j'ai vu des gens changer déjà 6 mois après, ouais. Maintenant, tu te sens police. Est-ce que tu te sens au-dessus? Est-ce que tu te sens plus valorisé? Est-ce que le fait d'être policier fait qu'on a tous les droits? Quels sont le ressenti? Mais quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, justement, c'est là que tu vois sa vraie personnalité. Et puis, voilà, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu des gens qui, oui, on leur a donné... Moi, on m'a donné ma plaque, j'étais content. J'ai eu une plaque de police, machin, une arme à la ceinture et tout. Mais il y a des gens qui, pour eux, c'était... voilà, on te donne du pouvoir. D'un côté, on te donne du pouvoir envers la population, mais d'un côté, tu as tes chefs de patrouille qui te disent tout ce que tu dois faire. Donc, on a ces deux côtés où tu as un peu la petite merde le nouvel agent de police secours. Puis d'un autre, t'es policier. Quand tu t'es face à la population, les gens, ils te voient et puis ils sont là, waouh, t'es flic. Mais t'arrives au bureau, puis en fait, t'es juste un agent très jeune qui a aucune expérience. Donc il y avait ces deux côtés. Alors c'est difficile de dire on a du pouvoir. Parce qu'au final, moi je me suis jamais senti plus rabaissé, plus contrôlé que ça niveau hiérarchie. Donc il y a des chefs, des chefs. Donc est-ce qu'on se sent vraiment avoir du pouvoir? Mais aux yeux de la population quand même. Aux yeux de la population, oui. Pour autant qu'après quelques interventions, on voit qu'il y en a autant il y en a qui sont polis, qu'autant qu'il y en a qui ont absolument pas peur de la police et qui font absolument pas de différence, mais au contraire, ou qui aiment pas la police. Voilà. T'as ce pouvoir, mais tu sais très bien qu'au fond, quand tu rentres chez toi, t'es pas policier, enfin, t'es plus en habit de police, et t'es quelqu'un comme tout le monde qui a juste étudié un max de trucs sur l'expérience en rue, sur les lois, sur la technique, sur la défense. Voilà, tu portes un uniforme, donc tu représentes la confiance un peu de la population. Puis voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti, puis je pense qu'il y en a qui... Est-ce qu'on peut en profiter? Ouais, clairement, je pense que... Est-ce que tu as déjà eu des situations où justement on va dire ce pouvoir a été... on a tiré profit, mais du mauvais côté, c'est-à-dire vraiment faire sentir qu'on est beaucoup plus important que la situation même. Oui, alors il y a des situations où clairement, si je pense qu'un de mes collègues, il avait été tout seul face à un groupe de personnes, peu importe, ça aurait jamais marché comme ça. Peut-être qu'il avait déjà vécu avant une situation pareille, mais là, c'était un peu comme si ils arrivent, puis on se retrouve maintenant, mais je suis en bleu. C'est un peu ça. C'est l'esprit de vengeance un petit peu. Des fois, j'avais l'impression de ça. Pas tous, hein, bien sûr. Non, bien sûr. Mais j'avais cette impression où, voilà, maintenant, je suis flic, quoi. De toute façon, tout ce que tu feras, je vais porter plainte contre toi si tu me touches. Donc, oui, il y avait ce côté malsain, quand même. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait policier pour se venger un petit peu. C'est un grand mot quand même, se venger, mais pour pouvoir faire ce qu'ils ont jamais pu faire jusqu'à maintenant, en fait. T'as parlé de choses très très intéressantes et j'ai envie de revenir sur un point parce que tu parles que t'avais une vision un peu différente. Tu n'étais pas forcément toujours d'accord avec le groupe, mais tu devais quand même suivre les instructions qu'on te donnait. Est-ce qu'on a le droit de montrer de la faiblesse en police? Le problème, c'est que pour eux, c'est une faiblesse, ça. C'est ça. C'est pas vraiment... Moi, en soi, je juge pas ça comme une faiblesse. Mais si moi, je dis maintenant, mais t'as réagi comme ça, c'était pas juste, c'est une faiblesse parce que je vois pas le danger qui n'est pas. Parce que les gens ont des préjugés, parce que les anciens ont des préjugés et ont cette mentalité de... les étrangers, c'est comme ça, machin. Donc,
c'est une faiblesse et puis t'as pas le droit de montrer ta faiblesse parce que dans une patrouille, le but c'est quand il y a deux personnes dans la voiture, ton binôme, il doit comprendre tout ce que tu dis. C'est comme deux potes vraiment qui sont attachés. Confiance en eux, quoi. Exactement, parce que il faut que dans la pire des situations, l'autre puisse comprendre facilement, qu'il y ait le moins d'entrave possible en fait entre l'action et puis il faut vraiment que le gars il se dise putain j'ai pas peur avec lui, je suis en sécurité en fait. Il y a tout ça accompagné d'anxiété, de stress, je pense de tristesse qui vont avec le fait que tu vas contre tes émotions, contre ce que tu représentes. Mais maintenant sur le terrain, est-ce qu'il y a eu des fois où justement il y a eu des choses où tu n'étais mais vraiment pas du tout d'accord sur le fait d'une intervention ou d'un traitement ou d'une injustice, mais que tu as dû accepter pour justement rester dans ce groupe? Bah oui, ça m'arrivait souvent. Après, accepter, c'est un peu un grand mot parce que... Ou être complice du sens, parce que... D'un côté, j'étais complice parce que j'intervenais avec, voilà. Oui, alors j'ai dû intervenir sur des interventions dans le sens où j'ai pas pu dire « Ah non, je fais rien ». Et puis je laisse mon collègue en danger, par exemple, parce qu'il a provoqué quelque chose ou... Non, j'ai dû être complice, j'étais obligé. Il y avait des moments... Mais est-ce qu'on pourrait aller à l'encontre de ça, par exemple? Est-ce qu'en tant que toi, policier, tu vois une situation que ton binôme ou ton collègue voit sous un autre angle, est-ce que tu peux intervenir et dire c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu as le pouvoir ou le courage? C'est aussi une question de courage, à un moment donné, de dire d'aller à l'encontre du binôme et peut-être, oui, mettre sa profession en danger, mettre le regard des autres en danger, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver et si tu pouvais le refaire, tu le ferais aujourd'hui? En tant qu'agent, un appointé ou un sergent, c'était quasiment impossible de dire maintenant, oh, stop. Non, c'était impossible. C'était juste impossible. À moins de vraiment dire... Même peut-être maintenant avec le recul, et puis... Non, j'aurais pas pu le faire parce que j'ai dû sortir pour en parler. J'ai dû sortir de la police pour parler de tout ça. Donc ça montre à quel point, quand on est dans le truc, on est comme dans un espèce de stress post-traumatique où on est dans une bulle où soi-même on est vite déstabilisé et on part vite de l'autre côté sans s'en rendre compte en fait. Donc non, sur le moment c'est juste on peut pas c'est à moins d'être vrai, mais je pense pas, j'ai vu personne qui l'a fait. Mais j'ai envie de prendre un exemple justement par rapport à ça. Quand on regarde par exemple l'intervention qui s'est passée aux États-Unis sur George Floyd, je pense que tout le monde a vu ces images qui sont assez atroces. Il y a un agent qui a le genou sur la nuque de George Floyd, mais il y a 3 agents ou 2 qui sont autour. Donc là à un moment donné, est-ce que si on est dans le faux, est-ce qu'en tant qu'agent on peut intervenir et dire tu vas trop loin, ou encore une fois on doit être complice et accepter les conséquences s'il y en a après? C'est là, tu vois, que je veux dire la différence que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que si à un moment donné tu aurais été dans cette situation là, tu ne l'as pas été, mais est-ce que un agent peut dire au policier qui est c'est bon, lève-toi maintenant, ça suffit, ou on doit accepter ce qu'il fait? Non, je pense qu'on doit accepter. Surtout que ce genre de situation, ça arrive souvent. Le même cas, hein. Ça arrive, mais il n'y a rien de grave à la fin. Tout va bien, tout le monde se relève. Et là, quand malheureusement ça se passe mal, bah, c'est quelque chose qui vient comme ça, qu'on peut pas prévoir. Donc non, c'est impossible. Franchement, je me défie n'importe quelle personne en tant que jeune agent et dans le stress de l'intervention, dans tout, on n'arrive pas à agir comme ça. Parce que sur le moment, on se fait une bulle c'est l'effet... ouais, comme ça, on est dans l'inter. Le but, c'est juste qu'on soit pas en danger. Donc, c'est impossible à parler et dire stop. C'est impossible. Non, c'est vrai que c'est quelque chose où j'avais justement ce questionnement. Parce que là, tu me parles de danger, c'est vrai, mais quand la victime est au sol, on n'est pas vraiment en danger. Non. Mais, bah voilà, par exemple, George Floyd, là, apparemment, c'était quelqu'un d'assez balèze. Donc, déjà, si le gars, il se met comme ça sur lui, c'est qu'il a juste
peur que s'il se relève, il puisse clairement être beaucoup plus fort que lui. D'accord. En l'occurrence, ils sont 3 ou 4 ou peu importe. Là, comme on le voit sur la vidéo, il n'y a aucun danger. Et clairement, parce qu'il est au sol, il est neutralisé, le gars, il peut plus bouger. Mais il y a un moment où il aurait dû... On voit que... Je sais pas, j'ai remarqué qu'on voit que le policier, il est dans un tunnel où il se rend compte de rien, en fait. Il est pas en train de se rendre compte lui-même que le gars, il est en train de mourir. Clairement. Sous son genou. Même lui, il a aucune conscience de ça, je pense. Totalement. Totalement, parce que, voilà, le gars, il est balèze, on se dit, c'est pas avec un genou... mais voilà, le gars, il pouvait juste plus se retourner, et puis on sait pas ce qu'il pensait à la fin, George Floyd, mais c'est juste un effet tunnel, en fait. Même tous les policiers qui étaient autour, je pense, étaient dans un effet tunnel. C'est là, justement, où c'est justement ça où je vois justement cette, on va dire, cette solidarité de binôme, de 100% confiance. À un moment donné, est-ce que ça va pas trop loin? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas différents, mais sur un cas précis comme celui-là, on n'arrive pas à dire stop. Surtout que ça dure 5, 6, peut-être, je sais pas combien de minutes ça dure au total, mais est-ce qu'on se dit pas qu'on a appris justement ça à l'école de police et que si on dépasse une certaine limite, il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Je pense pas. Je pense que c'est l'effet tunnel de l'intervention. Parce que, comme je dis, sur l'intervention, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les policiers. Il y a quelqu'un en face, il y a des gens autour. Il y a une situation, c'est quelque chose de réel. Donc, ça, quand on est en cours à la self-défense et tout, toutes ces émotions, elles n'y sont pas. On n'arrive pas à les retranscrire en vrai. Donc, c'est quelque chose qui a... Un stress pareil, c'est difficile d'être vraiment entraîné à un stress pareil. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de travail. Et puis, clairement, on n'est pas entraîné assez pour être serein sur une situation comme ça. Puis je pense qu'une fois de plus, cette vue d'une personne, d'un gars black comme ça, balèze, il y a cette mentalité qui dit qu'il va être dangereux ou il y a ces préjugés. Et c'est ça qui amène à l'inconscience aussi de dire il est sous mon genou, il est en train de mourir. Mais je pense que l'agent, dans sa tête, il se dit même pas ça. C'est juste du stress, en fait. N'importe qui est stressé à des moments. Mais tous les gens qui sont stressés, ils n'ont pas forcément la vie de quelqu'un entre les mains. Donc les gens ne se rendent pas compte que là, sur une intervention, on est stressé de toute façon. Donc si tout n'est pas tip-top, il y a un petit truc qui ne marche pas. C'est facile aussi de dire que les policiers, ils sont 100% responsables. Moi, je ne pense pas. Totalement. Je ne pense pas. C'est juste... c'est un manque d'entraînement. C'est au-delà du racisme et tout, hein, de l'intervention sur des personnes de couleur et tout. C'est un manque d'entraînement, parce que ne plus être conscient qu'on est en train de tuer quelqu'un, c'est quand même qu'il y a une énorme pression sur la police à la base. Et ça passe par quand il part de la maison, qu'il va au service, la pression au bureau, la pression de ses collègues, de ses chefs. Ça passe tout par là. Il suffit c'est une journée où il est énervé et tout. Voilà, comment se défouler. Comment on gère, ouais, tout à fait. Donc c'est tellement difficile à expliquer. Même les médecins n'arrivent pas à expliquer ce genre de truc. On a fait des cours en psychologie et tout là-dessus, mais il y a toujours on se pose toujours des questions là-dessus. Pourquoi on réagit comme ça? C'est toujours des situations imprévues. On ne sait jamais comment on réagit. Donc c'est des questions qui sont difficiles quand même. Tu parlais de préjugés et de mentalité. Est-ce que en Suisse, par exemple, comme tu étais en Suisse, tu as fait 1 année et demie, je crois, quand même, avec la police, hein. Est-ce que c'est des choses qu'on ressent, ces injustices, ces traitements, ces différences de traitement envers les Noirs, les étrangers? À la police? À la police. Clairement, ouais. C'est un des endroits où on les ressent bien, en fait. Parce que, comme je disais, j'ai passé 6 mois à peu près à la centrale où je recevais des appels, des contrôles de personnes. Donc les contrôles de personnes, moi je les ai reçus en tant qu'appel de personnes qui étaient sur le terrain. Je devais regarder dans les fichiers. Puis je l'ai fait sur le terrain. Donc je l'ai vécu des deux côtés. Et dans 80 à 90% des cas, c'était soit des Africains, soit des Arabes. Mais quand je dis 80, pour moi, c'est clairement 8 à 9 personnes sur 10. Si ce n'est des périodes où c'était 10 sur 10.
Donc, je ressens très fort cette mentalité où je ressens très fort cette mentalité où les gens sont racistes. Ah, donc Clairement. le mot que tu utilises, c'est clairement ça. Ouais. Mais est-ce que c'est donc... Le truc, c'est qu'en Suisse, on a l'impression être raciste. Là, le racisme en Suisse, il est peaufiné, il est rond. C'est quelque chose de très, c'est lustré. C'est malin. C'est très malin. Et puis les gens disent, mais je suis pas raciste parce que j'ai un pote qui est black ou j'ai un pote qui machin. Donc ça, c'est toujours un peu l'excuse. Mais c'est beaucoup plus fin. Ils disent pas qu'ils sont racistes, mais ils le montrent. Ils le font ressentir. En tout cas, par exemple, un black, moi je sentais des discussions, mais tu sens que ça joue pas le contact, que ça passera jamais, en fait. Entre certains Suisses, certaines personnes d'ici, tu sens que le contact avec un Arabe ou un Africain, il passera jamais. Ça marchera pas. Il y aura une limite de ce qui peut, machin, mais aller boire un verre ou un truc, ça passera jamais. Et on peut expliquer ça comment? Je pense que c'est des mœurs, c'est quelque chose qui est depuis tout petit, en fait, depuis ce qu'on nous a inculqué à la maison, je pense. J'imagine que c'est ça, c'est une façon de vivre, ça a toujours été comme ça. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu ce sentiment. J'ai pas vraiment vu cette évolution où clairement tout le monde s'accepte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est malheureusement un peu dans les traditions de notre beau pays suisse, quoi. Mais donc, quand on parle d'injustice, par exemple, que ce soit avec des dealers qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui sont en train de dealer, et qui sont peut-être à la mauvaise place au mauvais moment, est-ce que le traitement, si je prends deux cas totalement différents, un étranger, que ça peut être un arabe, couleur noire, ou même d'autres pays, et un bon Suisse, qui font la même bavure, est-ce que le traitement est le même ou pas du tout? Non. Ça dépend de la situation. Donne-moi un exemple peut-être de... Je sais pas. Par exemple, un délit de fuite ou un vol, par exemple. Un vol dans un magasin. Tu as deux noirs qui font un braquage, qui se font attraper, et t'as un Suisse, ou il y a un bon Suisse qui fait la même chose et qui se fait aussi attraper. Est-ce qu'on reste dans les mêmes normes ou est-ce qu'il y a de l'abus avec les paroles, dans justement le fait que les personnes soient étrangères? Est-ce qu'on leur fait remarquer? Est-ce qu'il y a justement ce côté un petit peu abusif ou pas du tout? C'est un peu c'est compliqué parce qu'une fois de plus, si les personnes sont de couleur noire et puis qu'elles parlent bien français puis qu'on voit qu'elles sont intégrées en Suisse, le ton il va déjà changer. Ah, donc il y a quand même l'intégration qui fait que... Ça fait un peu quand même parce qu'on se dit, moi je pense qu'ils se disent, il est malin, enfin ils sont malins, ils comprennent, déjà les dealers à la base, ils comprennent quasiment rien, ils parlent pas français donc on n'arrive pas à se comprendre. Donc là, j'imagine que sur une situation telle que tu m'as décrite... Donc c'est plus le côté de l'intégration alors le problème. Si quelqu'un est noir mais parle français et peut avoir une conversation avec un policier, il y aura pas de souci. Oui, il y aura. Il y a déjà eu. Il y aura quand même. Il y a déjà eu cet exemple parce que un gars qui courait, il s'est fait matraquer et puis alors qu'il faisait juste son jogging et qu'il parlait très bien français. Donc, moi quand je t'ai dit, il y a quelqu'un qui, quand il parle pas bien français, c'est juste sur une intervention, bam, ça met le déclic et puis le policier peut s'en servir. Il s'en sert et puis il se dit, de toute façon, ce gars, il portera jamais. Il porte plainte, mais ça a aucun poids, ça va rien faire. Donc, et puis le gars, il sait même pas qu'il peut porter plainte. Il sait pas ce qu'il fait ici, vraiment. Donc, quand un policier l'arrête ou il le matraque, il comprend pas vraiment ce qui se passe. Et ça, le flic, il le sait très bien. Et il abuse là-dessus. Donc, d'accord. Donc, ils abusent de ça. Ils abusent de ce pouvoir en soi parce que la personne ne comprend pas et n'a pas forcément les connaissances aussi de la loi. Exactement. Puis quelqu'un qui parle pas français, clairement, sur une audition, on peut dire, mais on peut inventer ce qu'on veut, hein. On peut inventer ce qu'on veut. Ils y connaissent rien à ça. Donc, le flic, il y a une différence entre le policier qui intervient puis le dealer, mais qui est énorme. Il pourrait aller à la limite en train d'être en danger de mort, dans le sens où un policier intervient pas comme il faut.
que le gars, il va rien pouvoir faire de toute façon. Si l'accident n'arrive pas et qu'il est pas super blessé ou comme ça va recommencer tout le temps. Parce que le gars, il a aucun pouvoir. Parce que le gars, il parle pas français. Puis ça serait une excuse, ouais, mais ce gars, il parle pas français. De toute façon, tu comprends rien ce que tu dis, ton pays, machin. Donc voilà, après, si c'est quelqu'un de couleur qui est bien intégré, ça sera différent. Mais il y aura quand même ce truc dont je parlais où cet élément déclencheur qui fait que... Ouais, cette excuse, mais c'est quelqu'un... c'est à l'étranger. Voilà, exactement. Alors qu'il est peut-être très bien, il est peut-être totalement suisse. Voilà, exactement. Donc par la suite, ça se discute. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est au le gars premier abord qui est toujours... Ouais, c'est le gars, il parle bien français au début, puis on voit qu'il se débrouille, puis qu'il pourrait faire un peu de poids face aux policiers, au niveau de la loi et tout. Bah, ça se calme un peu les esprits, quoi. Mais après, tu me parlais d'un braquage, par exemple. Un braquage, jusqu'à l'intervention, ça va être le même traitement pour tout le monde, un peu, je pense. Parce que, bah voilà, c'est des gros trucs, et puis je t'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de braquage à Lausanne. Mais sur une intervention où t'as un blanc qui court et un noir qui court, bah voilà, on va plus se focaliser sur le... Ah, c'est clairement ça, ouais. Ah ouais. Et puis la manière d'intervenir est totalement différente aussi. Sera beaucoup plus forte sur la... Beaucoup moins courtoise. Ouais, clairement. Beaucoup plus... Ouais. Beaucoup plus de la vengeance, en fait. Mm-hmm. D'accord. Mais t'as quand même... Rassure-moi quand même, t'as quand même côtoyé... Parce que moi, j'en connais un, et d'ailleurs qui est... je trouve personnalité exceptionnelle, et qui était ici sur Genève. Je sais plus s'il est en service encore aujourd'hui, mais rassure-moi, il y a quand même de très bons policiers. Ah, bien sûr, il y en a d'excellents. Mais est-ce que quand c'est une mauvaise action, on arrive à reconnaître que c'est une mauvaise action, puis on la fait pas? Ou est-ce qu'on est tellement dans cette bulle qu'on doit aller on doit aller dans le sens du policier ou du binôme? Est-ce que la personnalité peut quand même prendre le dessus à un moment donné, ou c'est vraiment impossible? C'est vraiment... En restant dans le groupe, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, mais surtout sur des situations qui sont plus techniques et puis qui n'ont rien à voir avec le racisme ou comme ça, là, on se remet en question, on ose encore en parler. Mais quand c'est des choses avec différentes ethnies, religions et tout, là, c'est comme si c'était un côté où on n'en parle pas, en fait. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est une normalité. C'est comme ça, voilà. Et par rapport justement aux ethnies encore, quand tu es dans ce groupe, est-ce que il y a beaucoup de blagues sur les Noirs, sur les étrangers, est-ce qu'il y a des blagues entre vous? Est-ce que par exemple toi, que ça allait justement contre ta vision et ta philosophie, ou d'autres, est-ce qu'on est obligé de rigoler et d'être complice encore une fois comme sur le terrain, ou on peut dire encore une fois non, je suis pas forcément d'accord, ou ne pas rigoler, et là justement on se met un petit peu à porte-à-feu parce qu'on voit qu'on n'est pas forcément concerné? Bah, on est un peu obligé de faire enfin, tu vois, le truc... ouais, d'accord. On peut dire, ouais, c'est pas cool, ça, quand même. Mais ça reste pas très sérieux. Et ces blagues, on les entend quand on mange, on les entend dans les voitures, on les entend pendant les patrouilles où les gars, ils baissent la vitre, puis ils disent n'importe quoi à un dealer, ou t'es encore là, retourne dans ton pays, je sais pas quoi, machin. Ah, des choses comme ça formelles qui se disent. Ça, c'est arrivé, facilement. Ouais. Et puis, bah là, toi, t'es là à côté, tu conduis, tu veux dire quoi? T'es un peu... Tu fais ni chaud ni froid, en fait. Tu montres pas ce que tu ressens. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est impossible. C'est clair. Alors, Andreas, qu'est-ce que cette expérience policière t'a apporté à ta vie? Bah, elle m'a apporté plein de choses. J'ai connu des gens, j'ai vécu des interventions, des situations marquantes qui étaient plus ou moins drôles, plus ou moins bah voilà, ce que j'ai beaucoup retenu, c'était une fois on m'a fait une lettre aussi pour me remercier, pour me dire que j'étais justement un agent différent, puis qu'il en fallait plus, pas qu'une lettre mais plusieurs lettres, qu'il fallait plus d'agents comme moi parce que justement ils se sentaient plus à l'aise de parler avec moi. Donc ce genre de choses où j'ai pu parler avec des victimes, en fait, ça m'a bien apporté beaucoup de choses. Et puis cet esprit de groupe aussi, de voir comment fonctionne un groupe, et de quoi est capable une personne quand elle est prise dans un tunnel. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Et puis plein de choses intéressantes sur la psychologie,
tout ce qui touche un peu à la police, quoi. Top, ce Andreas. milieu humain. Andreas, je tiens vraiment à te remercier pour ton témoignage, ton honnêteté. Bah écoute. C'était vraiment, vraiment top. Merci beaucoup. J'en ai appris pas mal sur la police aujourd'hui. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Andreas? Bah écoute, tu peux me souhaiter souhaite-moi ce que tu veux, en fait. Je sais pas. Je sais pas vraiment. La bonne humeur, la joie, voilà, que tu continues. Le bonheur, en fait. Le bonheur, exactement. Voilà. Que tu continues à t'épanouir et à te développer, que ce soit dans la chanson, tout ce côté artistique. Yes. Voit le jour. Bah merci. Merci à toi, en tout cas, pour ton calme et puis tes questions qui étaient intéressantes aussi. J'ai eu du plaisir. Super. Merci Andreas, à bientôt. Yes, à bientôt.